On remercie tout le monde d'être là et aussi nos excuses pour le petit retard. Nous avons le plaisir de vous accueillir tous au 11e webinaire des alumni de l'IMT au sujet de Corona en Côte d'Ivoire, qui sera focalisé sur un partage d'expériences de formation en ligne sur la COVID-19 pour les professionnels de la santé. Donc, dans les ITM Alumni Webinaires sur le COVID, les alumni de l'IMT présentent leurs impressions sur la situation actuelle dans leur pays et dans des domaines bien spécifiques. L'objectif principal de cette série de webinaires est de partager des expériences, d'expertise et de bonnes pratiques au sein de la communauté des alumni de l'IMT, des étudiants, du personnel, des institutions partenaires et aussi de la communauté de la santé plus large. Notre modératrice d'aujourd'hui est Dr. Bea Veldsteke. Elle est Senior Researcher and Lecturer à l'IMT. Elle travaille plus particulièrement dans le domaine du VIH et de la santé sexuelle au département santé publique de l'IMT. Bea a travaillé après ses études en médecine, entre autres aussi à l'IMT, pour MSF au Mali, au Tchad, au Mozambique et en Éthiopie. En 1992, elle a rejoint l'IMT, où elle a travaillé comme conseillère sur les infections sexuellement transmissibles. Elle a été basée à Abidjan de 1999 à 2010 pour en fait coordonner et diriger des programmes de prévention et de recherche de l'IMT sur le VIH parmi les groupes à haut risque. Depuis 2010, elle est de retour à l'IMT où elle mène des recherches et enseigne au sujet du VIH et de la santé sexuelle. Elle est également l'investigatrice principale d'une grande étude de faisabilité de la PrEP en Belgique. Et voilà, on souhaite un bon débat. Et Béa, je vous cède la parole pour introduire Richard. Merci. Merci Charlotte. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter, de vous introduire Dr Richard Alokou. Pendant plus de 8 ans, Dr Richard Alokou était sous-directeur chargé de l'appui aux services extérieurs et à la décentralisation au ministère de la Santé publique en Côte d'Ivoire. Parmi ses responsabilités se trouvait la promotion des approches innovantes et des bonnes pratiques dans le secteur de la santé et l'identification des besoins en formation des équipes régionales de la santé, des équipes cadres de districts sanitaires et des responsables de collectivités territoriales en matière de santé. Voilà. En 2016, Dr Alokou est venu nous rejoindre à l'IMT où il a fait ses études et a obtenu son diplôme ou sa maîtrise en santé publique. Après, depuis 2018, il est le responsable des formations en ligne au Centre e-santé de l'Institut national de santé publique, l'INSP à Abidjan. À ce jour-là, et c'est pour ça qu'il va parler avec nous maintenant, il est en charge de l'organisation des formations en ligne, de renforcement des capacités des gestionnaires et prestataires de soins sur la COVID-19. Voilà, sans tarder, je donne la parole maintenant à Dr Richard Alokou. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Charlotte et Béa pour cette présentation, pour cette introduction. Nous allons sans plus tarder démarrer ce partage d'expérience. Je me nomme Dr Richard Alokou, comme l'a dit Béa, en charge des formations en ligne au Centre de santé de l'INSP. Et ce matin, je suis chargé de partager avec vous notre expérience sur la formation en ligne sur la COVID-19. Je ne sais pas si vous voyez l'écran qui est partagé.
Pour ce partage d'expérience sur la formation en ligne sur la COVID-19 que nous avons conduit ici au centre de santé de l'Institut national de santé publique d'Abidjan, nous allons aborder ces différents points. D'abord, le contexte de la Côte d'Ivoire, ensuite présenter l'INSP, l'Institut national de santé publique, et voir un peu comment la formation en ligne a intervenu dans la lutte contre la COVID-19 par l'identification des besoins, des processus de mise en œuvre, les difficultés rencontrées, les leçons apprises avant de conclure. Après la conclusion, vous verrez une diapo sur les différentes abréviations que vous verrez sur la slide. Donc, pour le contexte, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest et s'étend sur une superficie de 322 462 km² à une population de plus de 22 millions d'habitants. Il faut dire que 9 ans après l'indépendance de ce pays, la Côte d'Ivoire a créé l'Institut national de santé publique, INSP, en vue de lutter contre les problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. Le siège de cet institut est localisé à Abidjan et l'institut a 3 antennes à l'intérieur du pays. Cet institut a pour mission principale, régie par le décret numéro 91 651 du 9 octobre 1991, mission qui reçoit d'abord des recherches à travers des différents groupes de recherche. Nous avons 7 groupes de recherche, dont le groupe de recherche en politique et système de santé dont je fais partie. Et ces différents groupes de recherche travaillent sur des différents thèmes de recherche. L'INSP a également pour mission la formation diplômante en partenariat avec certaines universités et la formation qualifiante sur divers thèmes. Et la formation en présentiel, comme ça se fait habituellement, comme la formation en ligne, ligne. Donc, tous ces types de formations se font à l'INSP. Cette formation en ligne, nous allons aborder un peu plus cet aspect-là. L'autre mission, c'est les prestations de soins, aussi bien les soins préventifs que les soins curatifs, avec les différentes spécialités qu'on peut rencontrer. Donc, voici un peu brièvement présenté l'INSP. Il faut savoir qu'en 2016, l'INSP a été primé par la Fondation Pierre Fabre sur un projet de e-santé qui portait notamment sur le projet du diabète. Nous avons formé les prestataires sur la prise en charge des patients vivant avec le diabète. Donc, c'est le directeur de l'INSP en cravate qui tient le prix sur la photo. En matière de formation en ligne, nous avons différents partenaires qui interviennent. L'Université numérique francophone mondiale qui nous soutient, le réseau africain francophone de télémédecine et l'Université de Nouveau-Mexique à travers le CDC, le projet ECO qui nous soutient également. Et pour pouvoir bien mener ces missions de formation en ligne, l'INSP s'est doté d'un service qu'on appelle le Centre e-santé depuis le 14 mai 2019, que cela est formalisé, sinon le centre travaille déjà avant ça, avec pour but de promouvoir et mettre le numérique au service de la formation, de la recherche, des pratiques médicales et médico-sociales pour le bien-être de la personne. Donc, ce centre a conduit les formations en ligne dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la COVID-19. Il faut dire que depuis la fin de l'année 2019, avec la découverte de ce nouveau coronavirus, la Côte d'Ivoire a pris des mesures pour éviter des mesures préventives, pour éviter que cette maladie atteigne le pays. Mais malheureusement, depuis le 11 mars 2020, le premier cas de COVID-19 a été déclaré en Côte d'Ivoire. Les différentes structures du ministère en charge de la santé s'activent à lutter contre la maladie, à la circonscrire et, si possible, à l'éliminer. À ce jour, le 18 février 2021, sur un total de 385 386 échantillons testés, nous avons 8% qui est positif, c'est-à-dire 31 142 cas confirmés, dont 29 130 personnes qui sont guéries. Et malheureusement, on déplore 203 décès à ce jour de COVID-19 et 1809 cas qui sont sous traitement. Donc, la carte d'à côté vous montre un peu les villes qui sont touchées en rouge. Nous avons 44% des villes qui sont touchées en Côte d'Ivoire et sur les 33 régions, nous avons 78% des régions qui sont touchées.
La courbe que vous voyez là nous montre un peu, en bleu, nous avons les cas confirmés, l'évolution des journaliers de la pandémie COVID-19. En vert, les cas guéris et puis le décès, tout en rouge. Vous voyez que dans la période des vacances là, de juin jusqu'à août, jusqu'en juillet, août, voilà, de juin à juillet, le nombre de cas était vraiment élevé. Vers la fin de l'année, octobre jusqu'à décembre, le nombre de cas a chuté, mais depuis le début de l'année 2021, le nombre de cas est en hausse. De nouveau. Par ailleurs, les institutions nationales de santé publique, depuis 2018, conduit des sessions de formation en ligne. Et ces sessions de formation en ligne qui sont soutenues par l'Université de Nouveau-Mexique et ECPAF, qui est un partenaire, pour outiller les prestataires de soins sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et là, vous voyez un peu cette session avec la salle. Et par ces sessions de formation en ligne, nous avons déjà commencé sur le VIH. Nous avons commencé par 6 sites pilotes, 6 districts qui sont en rouge là. Et vu le succès, nous sommes allés en phase d'extension à 28 sites, à 28 districts que vous voyez. Et cela a permis de toucher vraiment plus de 3600 prestataires qui ont été formés sur ces cas-là. Et ça nous a permis aussi d'apporter l'appui au programme national de lutte contre le sida pour la diffusion des nouvelles directives de prise en charge du VIH. Sur une période de 1 mois environ, plus de 3000 prestataires ont été formés sur ces nouvelles directives-là. Et vous voyez les différentes catégories de prestataires qui ont été formés, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et autres. Donc, fort de cette expérience-là de formation en ligne dont disposait déjà INSP, lorsque la maladie à coronavirus est intervenue, avec toutes les rumeurs, c'était une nouvelle maladie, donc méconnue du grand public, toutes les rumeurs qui pourraient dire cette maladie-là, les rumeurs sur le mode de contamination, les rumeurs sur le mode de traitement et autres, tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, la population vraiment avait besoin d'informations, de sensibilisation sur cette maladie, d'en savoir un peu plus. Donc, d'ailleurs, ressenti cette demande-là. Les services de santé de l'INSP a immédiatement, le mois de mars, Côte d'Ivoire a été touché par la maladie, on a en même temps développé des capsules des capsules grand public. On a développé et diffusé des capsules grand public sur tous les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, un peu partout pour que les gens puissent avoir accès à l'information sur la maladie à travers ces liens que vous voyez là. D'abord sur les généralités sur la COVID-19 et puis ensuite sur tout ce qui touche les fake news, les fausses informations, les idées reçues sur la maladie. Donc, par ces 2 capsules-là, nous avons touché plus de 23 000 personnes qui ont été informées et sensibilisées sur la maladie en quelques jours seulement. Et cela a interpellé nos autorités qui nous ont par la suite apporté le soutien pour pouvoir bien organiser cette formation en ligne-là. Donc, du coup, nous avons mis en place un comité de coordination des formations sur la COVID-19 qui coordonne aussi les formations en présentiel et les formations en ligne. Et ce comité-là, qui est composé de différentes structures du ministère de la Santé, avec la Direction générale de la Santé elle-même qui est représentée par la Direction de la formation et de la recherche en santé. Ce comité, en partenariat avec les partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent, il cible un peu les participants pour chaque type de formation. Et dès que les participants sont ciblés, des modules sont proposés et des formateurs sont identifiés pour pouvoir finaliser ces modules-là et pour pouvoir les enseigner. Et il y a toute une équipe d'organisation qui est mise en place avec les facilitateurs, les informaticiens, YT, les rapporteurs. Et tous ceux-là travaillent en harmonie pour pouvoir organiser ces formations-là. Les liens sont créés, les participants sont informés en temps réel chaque jour pour les amener à se connecter pour réduire les taux de désistement et autres. Les pré- et post-tests sont préparés, mis en ligne. Et en tout cas, tout est bien organisé pour permettre de conduire ces formations en ligne. Donc, ces formations se sont de plus en plus ciblées du grand public. Nous sommes venus à des agents de santé que nous avons formés sur ces différents thèmes-là, avec les différentes structures du ministère. Vous voyez là, depuis le 25 mars déjà, un expert de l'Institut national d'hygiène publique est venu faire des formations sur l'épidémiologie et la prophylaxie de la maladie coronavirus.
5 jours après le 30 mars, un expert de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est venu également faire une formation sur le diagnostic biologique de la maladie. Et du 8 avril au 9 juin, des formations vraiment en cascade ont été faites à partir du centre de santé sur la maladie à coronavirus pour pouvoir toucher le maximum de prestataires. Ainsi, près de 1600 gestionnaires et prestataires de services et soins de santé ont été formés sur la période-là sur la maladie. Donc, il faut dire que de manière générale, plusieurs types de formations ont eu lieu avec le soutien des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Des formations un peu plus ciblées sur les équipes cas de district, ECD, en faveur des équipes d'intervention rapide, EIR, en faveur également des points focaux communication des différents districts, PFC, des animateurs des radios de proximité également, des différents districts. Donc, plusieurs types de formations ont été administrées, ont été enseignées durant toute l'année 2020. Cela a permis de toucher vraiment plus de 14 000 gestionnaires prestataires de services de santé sur plus de 285 sessions de formation. Donc, parfois, ces formations étaient faites à des formateurs locaux. Les formateurs locaux étaient enseignés, formés et ils prenaient la relève pour former les prestataires des établissements sanitaires de première ligne, de premier contact, la première ligne. Parfois, les formations étaient faites directement aux prestataires de première ligne qui allaient tout sensibiliser les patients qui les recevaient sur la maladie, sur les mesures de prévention, les mesures barrières respiratoires, les mesures d'hygiène et autres contre la maladie. Donc, il faut dire qu'en dehors de ces formations, il y a aussi un côté recherche et prestation de soins, déjà, qui est en plein développement. Des protocoles de recherche ont été élaborés également sur le répartissement psychosocial de la maladie, le coronavirus et la santé mentale des enfants et adolescents, également sur les connaissances, attitudes et pratiques des usagers des lignes d'assistance téléphonique en Côte d'Ivoire sur la maladie à coronavirus. Donc, ces protocoles de recherche ont été élaborés et sont en train d'être mis en œuvre pour produire des données là-dessus. Également, côté prestation de soins, des activités de téléconseil et de téléassistance ont eu lieu à travers le centre antidiabétique de l'INSP, qui a organisé des séances de téléconseil et de téléassistance à quelques-uns de ses clients. Et cela se poursuit actuellement à l'INSP. Il faut dire que plusieurs difficultés, quand même, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Donc, nous listons quelques difficultés. Ces difficultés-là sont, dans un premier temps, l'insuffisance de plateformes de formation. Il faut dire qu'au départ, nous n'avons qu'une seule plateforme, ce qui rendait difficile les formations. Il y avait plusieurs, ont été beaucoup sollicités. Et cette plateforme aussi était vieillissante parce que depuis 2017, déjà, elle était en activité. Nous avons une insuffisance de ressources humaines et financières. Les problèmes de connectivité, Internet, au départ, c'était un peu plus difficile. Et les coupures d'électricité également, aussi bien au niveau du hub ici, au niveau central, qu'au niveau des sites, et les difficultés de mobilisation des prestataires. Donc, face à ces difficultés-là, quelques solutions ont été apportées à travers des plaidoyers qui ont été faits auprès de certains partenaires, tels que l'OMS et l'UNICEF, qui nous ont aidés en nous équipant en d'autres plateformes et en réhabilitant, en renforçant la première plateforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons de 3 plateformes qui sont fonctionnelles avec lesquelles on peut faire plusieurs formations simultanément. Également, nous avons également, avec le soutien de l'OMS, équipé tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire en matière de vidéoconférence, ce qui facilite les formations avec ces différents districts sanitaires. Les ressources humaines ont été recrutées pour renforcer l'équipe et nous avons acquis la fibre optique qui a permis d'améliorer notre connexion Internet. Nous avons également un groupe électrogène au niveau du hub ici pour réduire les problèmes de coupure d'électricité, pour juguler les problèmes de coupure d'électricité. Nous disposons d'un serveur, d'onduleurs et autres. Et la mobilisation financière se poursuit pour nous aider à réaliser encore d'autres activités en contact avec les participants. Donc, de tout cela, ce que nous pouvons retenir comme leçon apprise, c'est que pour une meilleure organisation de ces formations en ligne, il faut vraiment une très bonne préparation. Il faut préparer les choses avant. Et cette préparation passe par la coordination.
une très bonne coordination des formations en ligne, une excellente communication entre tous les acteurs pour pouvoir tout mettre en œuvre, pour pouvoir réduire le taux de désistement, pour amener les participants vraiment à participer, les formateurs à pouvoir rendre disponibles les modules, et les pré-tests et autres. Donc, il faut vraiment une très bonne préparation avant et pendant la formation. C'est la gestion, c'est la stabilité de la connexion Internet et de l'électricité. Tous ces aspects-là qu'il va falloir gérer, la gestion de la formation également dit, et des échanges entre les différents intervenants. Et après la formation, il faut toujours garder le contact avec les acteurs, les participants, pour éviter de réduire un peu le taux de désistement à la suite de la formation. Et pas omettre de générer immédiatement les résultats et faire tous les rapports qu'il faut pour pouvoir tirer les leçons de ce qui a été fait. Donc, en conclusion, nous disons que la formation en ligne est d'une importance capitale pour tirer les agents de santé, surtout dans les situations d'urgence sanitaire. Donc, pour cela, il faut vraiment renforcer l'INSP, qui vraiment se positionne comme un centre de référence en matière de formation en santé publique. Il faut également renforcer le centre e-santé qui abrite le hub de formation en ligne et qui se veut vraiment un incubateur de start-up en matière de santé. Il faut également assurer la durabilité et la pérennité de ces activités-là en assurant vraiment la maintenance, en renforçant les dispositifs de formation, aussi bien au niveau central qu'au niveau des différents districts, au niveau périphérique, et aussi en diversifiant les thèmes de formation. Parce qu'effectivement, nous avons démarré avec le VIH-Sida, avec la COVID-19. Maintenant, nous sommes en contact avec les différents programmes de santé pour que d'autres thèmes de formation soient enseignés. Tous les autres programmes seront le paludisme et autres. Et que tout le monde se dise que les formations en présentiel, certes, mais il faut aussi mettre les formations en ligne dans nos différents projets, dans nos différents programmes d'activité. Sur ce, je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Dr Aloku, pour cette présentation fort intéressante. La quantité de formation, les acquis que vous avez racontés, c'est vraiment impressionnant. Je rappelle à tout le monde, si vous avez une question, vous pouvez la poster dans le Q&A. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'on sélectionne des questions à poser en plénière. Voilà. J'ai deux questions déjà qui se ressemblent un petit peu. De Adalbert Chechia. Bon, je ne vais pas dire les noms pour gagner du temps. Donc, la question, c'est comment se passe le recrutement des gestionnaires et prestataires? Quelles sont les conditions d'accès aux formations? Est-ce que c'est, par exemple, c'est payant? Et une question qui, je trouve, est liée avec ça, c'est quel facteur de motivation des participants ou des prestataires de soins? Est-ce qu'il y a une politique, par exemple, de per diem ou comment ça se passe? Docteur Aloku? Je peux déjà répondre. Je vois qu'il y a Marjane aussi qui voudrait répondre, mais bon, je vais commencer, puis peut-être qu'elle va compléter. Comment se passe le recrutement des gestionnaires, des prestataires? Quelles sont les conditions d'accès aux formations payantes? Il faut dire que il y a eu divers types de formations. Il y a eu des formations qui étaient d'emblée ouvertes à tous les prestataires. C'est-à-dire que nous avons voulu informer soit tous les gestionnaires, les responsables des régions sanitaires, les directeurs régionaux, les directeurs départementaux et tous les prestataires. Donc, pour ces formations-là, vu l'urgence de la maladie, nous avons partagé les liens à tout le monde et nous avons demandé de se connecter pour pouvoir suivre la formation. Là, il n'y a pas eu de ciblage. Bon, c'était les agents de santé, effectivement, qui pouvaient se connecter. Et là, c'était ouvert à tout le monde. Ce n'est pas payant. Et il n'y a pas de système de per diem, rien. On vous informe qu'il y a une nouvelle maladie. Eux-mêmes avaient besoin d'informations sur cette maladie. Ils ne savaient pas grand-chose, comment prévenir et autres. Donc, le lien a été partagé à tout le monde d'emblée pour que tout le monde puisse se connecter pour voir sur la formation. Donc, il y a eu ce type de formation. Par la suite, il y a des formations
qui ont été soutenus par des partenaires. Donc, un partenaire vient et dit que ouais, lui, il veut qu'on forme, par exemple, des membres des équipes d'intervention rapide. C'est un nombre de districts. Il peut sélectionner 10 districts dans lesquels les partenaires interviennent. Et il veut que les membres des EUR, des équipes d'intervention rapide sur la COVID-19 de ces districts soient formés. Et il a du financement pour ça. Donc, dans ce cas-là, les participants sont sélectionnés, ils viennent, il faut être membre de l'équipe d'intervention rapide et il faut être dans ces 10 districts sanitaires qui ont été ciblés par le partenaire. La participation est gratuite, ils ne payent pas, mais en plus, les partenaires les donnent de la connexion Internet. Les partenaires leur donnent quelque chose pour qu'ils puissent se connecter à Internet. Comme ils ne sont pas tous au chef-lieu du district, d'autres quittent dans les centres périphériques pour venir. Parfois, le partenaire paye le transport, le déplacement. Donc, ça arrive. Il y a du financement pour ça. Mais ce n'est pas tout le temps. Voilà. Mais jusqu'à présent, les formations qui ont été faites, les participants n'ont pas payé pour prendre part aux formations. Voilà. Parfois, ils étaient motivés côté transport, parfois, ils étaient motivés pour la connexion Internet. Voilà ce que je peux dire pour cette question. Merci. Il y a aussi Dr Kaba Abdullah, qui est le directeur général des études, planification et statistiques et recherche du ministère de Santé de la Guinée. Alors, c'est une question, mais c'est en fait surtout une invitation, je pense, ou une demande de collaboration. Il dit, nous sommes en phase de développer le même dispositif en Guinée, en collaboration avec l'OMS et GIZ. J'aimerais bien partager cette expérience avec le ministère de Santé et PTF en vue d'accélérer et de voir dans quelle mesure cette solution peut aider et faire aussi d'économies en termes de mouvement du personnel dans le contexte de déficit en ressources humaines et en contexte de multiples épidémies. On pourrait aussi voir comment organiser un voyage d'études ou mobiliser des experts en santé de cette expérience pour nous aider. Donc, je suppose qu'il prend contact direct avec vous et puis vous allez voir comment vous allez faire les échanges, n'est-ce pas? Mais donc, ça, c'est très bien. C'est le but, en fait, de ce genre de webinaires, de partager l'expérience. C'est très bien. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Dr Alokou? Vous voulez réagir ou c'est plutôt... Oui, bon, juste dis que Dr Kaba, je connais Dr Kaba, il était avec nous quand on était à l'IMT. Il est passé avant nous, mais il est venu nous rendre visite. Effectivement, c'est en collaboration avec l'OMS, ce qui tombe bien, parce que ce que nous faisons ici aussi, c'est en collaboration avec l'OMS. Et l'OMS a recruté notre responsable du centre e-santé pour aider d'autres structures à pouvoir bénéficier de cette expérience-là. L'OMS Côte d'Ivoire. Donc, si OMS Guinée entre en contact avec l'OMS Côte d'Ivoire, je crois que déjà, ils peuvent avoir des ressources humaines dans ce domaine-là déjà pour les apporter cet appui-là, pour pouvoir faire cela aussi en Guinée. Maintenant, de notre côté aussi, nous sommes disponibles, il n'y a pas de problème. Je crois que la présentation sera disponible sur le site des alumni, aussi bien le PowerPoint que l'enregistrement audio. Donc, il aura accès à ça, si cela peut le servir aussi à partager avec ses collègues de la Guinée. Parce que je peux dire. OK. Maintenant, il y a quelques questions fort intéressantes que moi-même j'avais en fait, qui concernent un peu les stratégies d'évaluation de ces formations. Alors, est-ce que, par exemple, je lis les quelques questions, est-ce qu'ils ont bénéficié d'une évaluation après auprès des prestataires? Est-ce que... quel est le dispositif de suivi post-formation? Une autre question qui a à voir là-dedans, je pense que, est-ce que les formations en ligne peuvent-ils remplacer les formations en salle? C'est peut-être un peu... voilà. Donc, je vais tout apporter des réponses. Pour l'évaluation, ce que nous faisons ici, ce sont des évaluations, je dirais, des évaluations immédiates en fait.
nous faisons ce que nous appelons des tests avant la formation, pour voir un peu le niveau de connaissance de l'apprenant sur le sujet qui sera abordé, des pré-tests. Et nous faisons des post-tests, c'est-à-dire des tests après la formation, pour voir, après avoir suivi la formation, quel est le niveau d'acquisition de cet apprenant-là sur le sujet. Et après la formation, après avoir parcouru tous les thèmes de la formation, tous les modules, à la fin de la formation, nous faisons une évaluation globale du participant sur la formation. Et cette évaluation-là, il y a l'évaluation du participant sur la formation et il y a l'évaluation aussi des formateurs et des organisateurs de la formation. Donc, les participants aussi évaluent les formateurs et les organisateurs. Et nous avons les résultats de ces évaluations-là. Nos informaticiens les ressortent. Et c'est l'objet d'un rapport et c'est partagé avec tout le monde. Donc, hier même, nous avons eu un atelier de restitution des résultats d'évaluation d'un projet de formation des équipes d'intervention rapide. Ça a été partagé hier. C'est aussi notre manière de travailler. Maintenant, ce sont ces types d'évaluations que nous faisons pour le moment. Pas encore l'évaluation d'impact à long terme pour voir comment ça a changé les comportements des prestataires et autres. Cette évaluation, nous ne l'avons pas encore fait. Maintenant, les formations en ligne peuvent-ils remplacer les formations en salle? Non, les formations en ligne ne viennent pas pour remplacer les formations en salle totalement. Les formations en salle, elles ont leur place. Les formations en ligne également ont leur place. Les formations en ligne apportent un plus dans les situations d'urgence sanitaire. Ouais. Les situations d'urgence sanitaire où on a besoin de sensibiliser, de former le maximum de personnes en un temps record pour que ces personnes soient outillées pour faire face à une urgence sanitaire. Si on veut passer en salle, ça va prendre des mois pour que toutes ces personnes soient formées, parce que c'est des milliers d'agents de santé qui existent en Côte d'Ivoire. Donc, en ligne, ça va vite. Parfois, il y a des mesures. Quand des mesures barrières sont prises de distanciation sociale et autres, les limites de voyage et autres, ça limite les formations en salle. Donc, là, la formation en ligne intervient. Mais la formation en ligne ne vient pas remplacer totalement la formation en salle, mais il faut que chacun se dise que dans ces formations, il peut faire des formations en ligne, comme il peut faire des formations, en salle, comme il peut faire des formations en ligne. Parce que la formation en ligne a son avantage de réduire l'absentéisme au poste et ça permet à l'apprenant d'être sur son lieu de travail et d'acquérir des connaissances. Donc, ça aussi, il faut qu'on insère dans notre programme à côté des formations en salle. OK. Je vois une question sur l'université qui a participé d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, les formations que nous faisons, c'est des formations qualifiantes. C'est des formations qualifiantes avec le soutien des partenaires, c'est juste des attestations de participation qui sont délivrées. Mais nous envisageons aller à des formations diplômantes. Ça, c'est sur d'autres thèmes. Ça, en partenariat avec des universités. Parce que là, vous êtes obligé de vous appuyer sur l'université pour le faire. Pour le moment, ce qui a été fait en 2020, ce n'était pas avec l'appui de l'université. Donc, il n'y a pas de formation diplômante à ce stade-là. Merci. Vous me permettez de revenir tout petit peu sur cette question d'évaluation de l'impact, parce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues. Donc, vous avez dit que vous n'avez pas encore mis en place cette évaluation, mais est-ce que vous avez déjà une idée comment vous allez faire? Par exemple, quel est l'impact de ces formations concernant la gestion de la COVID-19 dans les villages reculés? Il y a une question aussi, et il y a quelqu'un qui dit, avant, nous avons fait une évaluation de l'efficacité des formations en ligne, hein, aussi pour voir si les participants ont effectivement suivi la formation. Est-ce que vous avez déjà un plan, une stratégie pour faire cette évaluation, au-delà de justement de pré- et post-test? D'accord. Pour répondre à ces questions, il faut dire que
effectivement, comme je dis, l'évaluation de l'impact à long terme, nous ne l'avons pas encore fait véritablement, mais ce que nous recevons comme retour des participants, ça, nous pouvons partager cela. Ce que nous recevons comme retour des participants. Parce que l'évaluation, il faut tout un protocole, il faut tout pouvoir mettre en œuvre. Ça n'a pas été fait. Mais les formations avec les prestataires qui se retrouvent dans des villages reculés, qui, grâce à les smartphones, ont accès à la plateforme, qui se connectent et qui reçoivent la formation sur la COVID-19, ils avaient des inquiétudes sur la maladie, qui eux-mêmes avaient peur de la maladie, mais après avoir reçu ces informations, on a cette assurance-là et on les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger les patients, pour pouvoir en tout cas éviter de se faire infecter. Ça les rassure et ça les amène à pouvoir faire le travail correctement. Et ces personnes-là témoignent que depuis qu'ils ont reçu la formation, leur manière de travailler a changé. Voilà. Comment trier les malades, c'est ça, comment trier tout malade venant au centre de santé. Et avant, ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent qu'il faut faire une tri en fonction des signes et de l'interrogatoire. Il faut séparer d'autres d'un côté et d'autres malades d'un autre côté et mettre en place des dispositifs de lavage des mains à l'entrée du centre, et les mesures barrées. Donc, en fait, par la formation, ça a permis à ces prestataires qui sont dans ces zones reculées-là d'être outillés et de pouvoir prendre, en tout cas, des mesures minimales pour pouvoir se protéger les patients et poursuivre les prises en charge des patients aisément. Ça, c'est dans la discussion, dans le retour que nous ferons certains participants. Voilà, mais sans lien avec une évaluation d'impact véritable. Voilà ce que je peux dire. Sinon, il y a des effets vraiment sur ces prestataires-là qui reçoivent ces formations-là. Il y a des changements de comportement à leur niveau et il y a l'assurance qui s'installe et ça les amène vraiment à pouvoir poursuivre les activités de prise en charge des malades avec plus de sérénité. Ça, nous avons ces retours là-dessus. Donc, voici un peu l'avantage aussi de cette formation en ligne. OK. Vous avez déjà, vous avez déjà répondu à moitié, en fait, sur la question que j'allais vous poser. Pouvez-vous nous dire quelles questions les participants posent sur le COVID-19? Quelles étaient les principales inquiétudes? Et lié un peu avec ça, est-ce que les salles de vidéoconférence sont-elles compatibles avec les mesures anti-Covid? Par exemple, aération des locaux, distanciation physique, nombre de personnes en salle. Quelle est la durabilité d'un tel système? D'accord. Il y a beaucoup de questions. Déjà, les questions qui sont beaucoup posées, ils aimeraient savoir, très souvent, si la maladie se soigne, si ça se guérit. C'est les questions qui sont posées. Est-ce que ça se guérit? Est-ce que en prenant en charge les patients, on ne va pas s'infecter nous-mêmes? Comment organiser le tri des malades? Ça, ce sont des questions qui viennent, puisque la personne même est inquiète pour elle-même également. Donc, on pose des questions qui peuvent l'aider à se protéger tout en travaillant sans se faire infecter. Donc, ce genre de questions-là, nous leur apportons les réponses qu'il faut pour pouvoir les rassurer. Maintenant, d'autres questions, mais la salle est suffisamment grande pour recevoir quelques personnes. Je crois qu'avant la maladie, on pouvait être peut-être à 15 dans la salle, mais depuis la maladie, au maximum 5 personnes, voilà, ça suffit dans la salle. Il y a de la place pour pouvoir prendre 5 personnes dans la salle en respectant cette distance de plus d'1 mètre entre chaque personne. Donc, voilà, pour cela. La salle n'est pas une salle où les participants viennent se faire former. Non, les participants sont dans les différents sites. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes dans cette salle de formation. Juste le minimum de personnes qu'il faut. Ce n'est pas une grande salle, c'est une salle
juste pour quelques personnes qui interviennent pendant la formation. Quelle autre question qui m'a échappé? Je pense que vous avez répondu. Hein? Il y a encore une question, une demande de collaboration du Bénin. Est-ce qu'on peut passer par le dispositif de la Côte d'Ivoire pour ventiler une formation des agents de santé au Bénin, du Bénin? Ah oui, c'est possible de le faire. Il est arrivé qu'on avait des formateurs qui n'étaient pas sur place ici et qui se sont connectés à partir d'un autre site et puis qui ont fait la formation à travers la plateforme e-santé. Donc, c'est possible que depuis le Bénin, on soit en contact avec cette personne qui veut ventiler cette formation à l'endroit des agents de santé et que cette personne puisse faire la formation à partir de la plateforme. Ça, c'est possible. On peut entrer en contact pour pouvoir le faire. Je vois ici les stratégies pour accroître l'adhésion des cibles. Effectivement, il y a beaucoup les études sur les formations en ligne ont montré qu'il y a beaucoup de taux de désistement, ce qui fait que pour que les participants puissent vraiment adhérer, puissent être assidus aux formations, il faut le contact avec les participants, le contact mail, le contact téléphonique. Et il faut que le thème aussi de la formation aussi soit intéressant pour le participant. Et il faut une motivation du genre, un certificat de participation qui est délivré à certaines conditions. À certaines conditions, il faut suivre au moins 80%, il faut avoir 80% de présence et avoir une certaine note au post-test. Voilà, puisqu'au pré-test, on suppose que tu peux ne pas savoir grand-chose sur le sujet, il n'y a pas de souci, mais au post-test, après avoir suivi la formation, eu des réponses aux questions que tu te posais, au post-test, il faut avoir une certaine note. Voilà. On peut fixer par exemple 12 sur 20 au post-test et puis avoir une présence de 80% sur la formation. Et à ces conditions-là, on peut te délivrer un certificat de participation. Et cela, ça motive les participants à pouvoir suivre. S'ils veulent avoir un certificat, ils vont mettre aussi dans leur CV. Mais c'est surtout le contact téléphonique avec les participants. Il faut échanger avec eux, il faut les rappeler le jour, la date, l'heure de la formation. Il faut faire ce rappel-là jusqu'au jour J pour que la personne puisse ne pas oublier de se connecter. C'est un travail vraiment qui n'est pas facile, mais bon. Nous avons une équipe ici qui le faisons pour pouvoir réduire le taux d'absentisme, le taux de désistement. OK. Et concernant l'accessibilité de la formation, pas seulement pour les autres pays, mais aussi dans le pays même, il y a une question sur est-ce que tout le territoire ou toutes les formations sanitaires ont accès en principe, hein? Quelles sont les questions, par exemple, les qualités des connexions Wi-Fi qu'il faut en tenir compte. Et puis, il y a aussi le directeur départemental de Tabou, hein, qui demande est-ce qu'il est possible d'avoir un lien pour des séances de formation des prestataires du district avec des spécialistes qui sont à San Pedro. Ah, ok. Bon, quant à la qualité, il faut dire que la qualité de la connexion Internet n'est pas la même partout. Il y a des zones où la qualité est bonne, il y a des zones aussi également où la qualité est moins bonne. Mais très souvent, quand nous équipons un district sanitaire, un site qui se trouve très loin de la capitale, nous envoyons notre informaticien qui va tester, comme il y a différents opérateurs d'Internet qui existent dans le pays, dans la zone, il y a un opérateur dont l'Internet passe mieux que les autres. Donc, quand le test est fait, on voit l'opérateur dont l'Internet passe mieux dans cette zone-là. Et c'est avec cet opérateur-là que la subscription à l'Internet est faite pour que les personnes de cette zone-là puissent avoir, en tout cas, une qualité d'Internet un peu bonne. Donc, la Côte d'Ivoire a cette chance-là quand même d'avoir une bonne couverture en Internet.
ce qui limite un peu les taux de coupure. Mais ça arrive, hein, ça arrive quelquefois. Ça arrive quelquefois. On essaie de juguler, mais on arrive à faire les formations quand même en Côte d'Ivoire. Les coupures sont un peu moindres. Maintenant, tabou, un lien pour décider les formations des prestataires, des disciples. Effectivement, nous envisageons à la longue avoir des hubs régionaux. C'est-à-dire que San Pedro, comme ça, qui est une ville, qui est aussi une région sanitaire, dans cette zone comme ça, nous envisageons d'installer un hub là-bas. À partir de ce hub-là, ils pourront faire des formations entre eux là-bas au niveau de cette région de San Pedro. Ça, c'est dans nos projets à long terme, à moyen et long terme. Mais actuellement, s'ils ont ce besoin-là, on peut les aider à créer des liens Zoom, à mettre en place une petite équipe là-bas pour pouvoir faire cette formation-là entre eux là-bas. C'est possible de le faire. On peut les aider à faire cela. Il suffit juste d'entendre parler avec nous. Le IT peut les aider à créer ce lien-là et puis à faire cette organisation de formation en interne à leur niveau là-bas. OK, le temps est en train de passer. Je m'excuse d'avance. Je ne peux pas peut-être prendre tout le monde, mais il y a encore une question pratique, une courte question pratique qui est intéressante. La durée moyenne d'une formation. Ça va varier, hein, ça va varier selon. Mais ici, nous faisons minimum 1 heure, maximum 2 heures. On ne va pas au-delà de 2 heures. Avec le projet ECO, c'était 1 heure, 1 heure 15 quand il y a un retard. Et avec la COVID-19, c'était des formations parfois d'1 heure, 1 heure 30, parfois de 2 heures au maximum. Voilà, selon le sujet, selon le thème, selon le formateur également. Parce qu'il y a des formations où le formateur, il vient, il parcourt sa présentation et puis il y a des échanges après. Il y a des formations où le formateur, au fur et à mesure qu'il administre la formation, les échanges se font en même temps. Donc, ça prend du temps. Sur chaque diapo, et les échanges vont se faire en même temps sur chaque diapo. Donc, ça évolue comme ça jusqu'à la fin des 1h30 ou des 2 heures, la formation est finie. Les questions sont épuisées en même temps. D'autres font des exercices en même temps, pratiques pendant la formation jusqu'à la fin. Donc, minimum 1 heure avec nous, maximum 2 heures. Donc, ça varie entre 1 heure et 2 heures ici. Okay. Là, de 2 heures, c'est difficile que la personne puisse rester concentrée encore pour suivre. Il y a autre chose à faire. Voilà. OK. Et donc, les participants peuvent suivre sur leur ordinateur ou plutôt par leur téléphone mobile? Tous ces moyens sont utilisés. Les participants suivent sur leur téléphone mobile. Les participants suivent sur leur ordinateur. Ceux qui ont l'ordinateur suivent sur leur ordinateur. Beaucoup n'ont pas d'ordinateur, surtout ceux qui sont dans les centres de santé reculés là. Ils n'ont pas d'ordinateur. Ils suivent sur leur téléphone mobile. Et ça, c'est possible aussi de le faire. Nous essayons de capter les informations. Nous demandons à ce qu'ils établissent des listes de présence qu'ils nous envoient. Nous leur demandons d'activer également les vidéos pour qu'on puisse se présenter et on voit les personnes qui prennent part à la formation. Et donc, il y a ces moyens visuels-là par la vidéo pendant que les participants se présentent. Nous permet de voir ceux qui sont présents. Il y a les listes qui sont établies. Il y a les sites connectés aussi également, que les IT collectent, les captures d'écran que les IT font aussi également, pour voir ceux qui sont connectés. Bon, avec tout ça là, on permet de se rendre compte qu'effectivement, voilà, il y a eu des personnes qui ont participé, telle personne a participé, telle personne n'a pas participé. Et voilà, voici un peu nos moyens de vérification des participations. Sinon, ce n'est pas toujours évident. OK. Je pense que, est-ce que je peux encore poser une question? En fait, je voulais retourner un petit peu. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais il y a une autre question. Comment l'INSP évalue l'impact sanitaire de ces formations?
dans les districts respectifs. Et se rassurer que les mêmes personnes ne soient toujours pas celles qui reviennent en formation, mais celles qui sont au devant de la scène. D'accord. Merci pour cette question. La formation cible des personnes. Quand on fait une formation à l'endroit des équipes cadres de district, ce sont les membres de l'équipe cadre de district qui ne prennent pas la formation. Quand on fait une formation à l'endroit des équipes d'intervention rapide, ce sont les équipes d'intervention rapide qui ne prennent pas la formation. À l'endroit des points focaux ou communication des districts, ce sont eux qui ne prennent pas la formation. Donc, en fait, la formation cible des participants. Maintenant, parfois, il y a des formations qui sont ouvertes à tous les membres du district. Et dans ce cas-là, c'est tout le monde qui ne prend pas. On a eu des témoignages comme ça de certains prestataires qui ont pris part à des formations quand c'était encore sur le PEVIH. Ils étaient vraiment contents parce que c'était la première fois de prendre part à une telle formation sur le PEVIH. Parce que habituellement, il y a ce qu'on appelle les points focaux de certaines maladies. Ce sont ces points focaux-là, de ces maladies-là, qui sont tout le temps invités aux formations. C'est eux qui vont faire les formations en présentiel, les formations en salle. Et les autres ne sont pas formés. Ils attendent que celui qui a été formé fasse un retour. Parfois, il a fait le retour, parfois, il ne le fait pas. Mais avec la formation en ligne, où tout le monde est autorisé à prendre part au sein du district, où aussi, ça leur donne la possibilité de pouvoir suivre la formation pour la première fois et de voir comment est-ce que les choses se passent. Donc, il y a des participants qui ont dit ce témoignage-là. Donc, c'est parfois ouvert à tout le monde, mais c'est parfois aussi ciblé sur un groupe spécifique de participants. Voilà ce que je peux dire. Grand merci, Dr Aloku. Il est 14 heures, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour nous partager ces expériences de l'INSP en formation online. C'était vraiment fort intéressant. Je suppose que pour les gens qui ont encore des questions ou qui veulent voir encore d'autres opportunités de collaboration avec vous, qui prennent directement contact avec vous, je laisse maintenant la parole à Charlotte pour finaliser, pour clôturer cet webinaire. Merci. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à Richard pour sa présentation. Merci à Béa aussi pour la modération. Merci à vous, les participants, d'avoir été là. Je vous prie aussi de bien vouloir remplir les questionnaires. Ça nous sert toujours pour la suite également. Merci à Marianne pour les questions, à Yves également. Et voilà, on se donne rendez-vous dans un mois, le 18 mars, pour un nouveau webinaire. Effectivement, comme Richard a dit, la présentation et l'enregistrement seront partagés par la suite également sur la plateforme Alumni. Donc, merci encore de votre participation et de vos questions. Et surtout, restez sains et saufs et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci. Bye bye. Merci.